Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des habitants d'Ivry-Port impactés par le projet Ivry Confluence. Pourquoi une chaîne YouTube, me direz-vous? Tout simplement parce que ça constitue un billet d'humeur des habitants, ça permet de donner une vision alternative du projet et justement d'élargir le débat sur des sujets que la ville ne veut pas évoquer. Bon, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le dispositif en réunion publique ne permet pas justement un débat constructif, puisque la ville va surtout axer sa communication sur les aspects qui les intéressent et sûrement pas sur les aspects qui intéressent les gens impactés par le projet et qui contestent les pratiques subies. Donc dans ce contexte-là, la chaîne YouTube est le canal idéal pour évoquer certains sujets. Bon, la dernière raison, c'est que ça peut être un endroit très pratique et de s'affranchir de la tutelle paternaliste de la ville pour échanger avec les youtubeurs, les habitants, les personnes qui s'intéressent au projet et élargir le débat à des notions qui dépassent les habitants du quartier. Le projet Ivry Confluence, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'aménagement qui se situe dans le quartier Ivry-Port, plus précisément entre la voie ferrée d'une part et la Seine d'autre part. Il s'étend sur 145 hectares, environ 1 300 000 m², et ça se répartit de la manière suivante. 50% pour les bureaux. Alors évidemment, la ville va vous dire activité et commerce. En réalité, la quasi-exclusivité de cette portion-là correspond à des bureaux, puisque c'est équivalent à 600 000 m². 40% de logements et 10% d'équipements publics. Ce projet-là s'inscrit dans une DUP, déclaration d'utilité publique. C'est une procédure administrative qui permet à la ville d'avoir le monopole d'achat sur les parcelles de la zone. Alors justement, cette zone, c'est ce qu'on appelle la ZAC, zone d'aménagement concerté, qui est le périmètre de l'opération. Alors particulièrement à Ivry-sur-Seine, on a une ZAC à trous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette zone, il y a des îlots qui ne sont pas concernés par l'opération d'aménagement. Pour que la procédure de déclaration d'utilité publique puisse être prononcée, la ville doit obéir à certaines conditions impératives. La première, c'est que l'ensemble des avantages doit être bien supérieur à l'ensemble des inconvénients générés. La deuxième condition, c'est l'équilibre financier de l'opération. Et la dernière condition, c'est les mesures compensatoires liées à la mise en place de ce projet. Les mesures compensatoires, elles se découpent en deux sous-parties. La première sous-partie, c'est les mesures compensatoires liées au changement de destination des parcelles. Alors principalement du fait qu'on passe de parcelles historiquement industrielles à des parcelles d'habitation. Donc dans ce contexte-là, la dépollution doit être opérée. La deuxième mesure compensatoire est liée à la densification de population. Et dans ce contexte-là, il faut prévoir des cheminements et des aménagements de voirie en rapport avec l'apport de population. Il y a une condition supplémentaire, évidemment, c'est que l'infrastructure de transport doit correspondre à ces nouveaux arrivants. Dans cette opération-là, il y a trois acteurs majeurs qui influent de manière directe sur l'opération. Premièrement, la ville, c'est elle qui définit le projet, la ville d'Ivry-sur-Seine. Deuxième acteur majeur, c'est SADEF 94, qui est l'aménageur. C'est lui qui est en charge de s'occuper de l'aménagement du projet. Et enfin, le dernier acteur, et non des moindres, ce sont les promoteurs, qui, après avoir acheté les parcelles, s'occupent de la promotion immobilière à l'intérieur de cette ZAC. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler de l'équilibre financier de l'opération. Alors pourquoi insister sur cet aspect-là? Tout simplement parce que c'est ce qui va guider le cadencement de l'opération, les orientations que vont prendre le projet et tout naturellement le discours de la ville. Alors l'équilibre financier il se constitue d'une part de dépenses et de recettes. Sur la partie dépenses, SADEF 94 a évalué l'opération de la manière suivante. 338 millions d'euros pour l'acquisition foncière, 244 millions d'euros pour les équipements publics, 42 millions d'euros pour la dépollution, et enfin la partie autre qui constitue 103 millions d'euros. Alors c'est quand même relativement étonnant puisque les domaines à projet égal ont fait une évaluation complètement différente. Ils la décomposent de la manière suivante, 472 millions d'euros pour les acquisitions foncières, 103 millions d'euros pour les équipements, 46 millions d'euros pour la dépollution, et enfin, une partie autre, beaucoup moindre que celle de SADEF 94, puisque cela représente 8 millions d'euros. Sur la partie recettes, en réalité, les recettes ne sont quasi exclusivement constituées que des ventes foncières aux promoteurs immobiliers. Et ces ventes foncières représentent 568 millions d'euros. Alors on peut constater d'ores et déjà qu'il y a tout de suite un écart
entre les dépenses et les recettes, puisque le total des dépenses s'évalue à 656 millions d'euros, alors que les recettes sont évaluées à 568 millions d'euros, donc un déficit de 156 millions d'euros. Alors la question à se poser, c'est comment est comblé ce déficit? L'aménageur est parti d'un pari relativement audacieux, puisqu'ils ont imaginé que ce déficit se comblerait par des aides de la collectivité, de la région et de l'État. Alors jusque-là, je vous ai fait une présentation classique des projets d'aménagement. En réalité, dans le projet Ivry-Confluence, il y a un acteur supplémentaire dans cette opération que l'on ne cite jamais, c'est le Parti communiste, qui est représenté à la fois du côté de la collectivité, ce qui est plutôt relativement normal. En revanche, il est également représenté au sein de l'aménageur et des promoteurs. Alors pourquoi l'apparition, ou plutôt la présence de cet acteur au sein des projets d'aménagement? Tout simplement parce que depuis la chute du mur en 1989, le Parti communiste a eu besoin de retrouver des sources de financement. Et SADEF 94 a constitué dans cette opération-là une des pompes afriques du Parti communiste. Un des moyens de le détecter, c'est de voir en réalité que Bagneux, qui se trouve dans le 92, ou Besançon, qui se trouve beaucoup plus loin dans le Val d'Oise, n'hésite pas à recourir à SADEF 94, alors qu'il y a beaucoup d'aménageurs en Île-de-France. Alors, on a parlé des raisons pour lesquelles le Parti communiste intervenait. Maintenant, il est peut-être intéressant de savoir comment il intervient. Alors, il intervient de deux manières en réalité. La première opération, c'est une opération d'exfiltration, alors qui part de la ville et qui arrive sur le marché libre et le marché privé. Alors, comment ça se passe? Une ville, elle a un budget qui est contrôlé de manière très stricte par le Trésor public et très difficile pour le Parti communiste d'intervenir à ce niveau. Donc l'opération consiste tout simplement à injecter des finances à l'intérieur du projet. Alors évidemment, la ville ne va pas vous dire qu'elle injecte ces flux financiers pour financer le Parti communiste. Ce qu'elle va vous dire, c'est qu'elle a besoin d'injecter ces flux financiers pour le prix maîtrisé, pour les équipements publics. Ce qu'elle oublie de dire cependant, c'est que normalement, une ZAC, donc la zone d'aménagement concerté, doit s'auto-équilibrer. Et les flux financiers ne doivent pas venir de l'extérieur. Particulièrement à Ivry-sur-Seine, la ville n'a pas hésité à injecter de l'argent pour constituer un trésor qui va se rediriger vers le marché libre. Évidemment, une fois que ces flux financiers se trouvent à l'intérieur de la zone, cela ne signe pas la fin de l'exfiltration, puisque la SADEV est également surveillée par la Chambre régionale des comptes. Donc la dernière opération pour sortir des radars de surveillance de ces flux financiers, c'est de vendre ces parcelles à des prix hyper préférentiels, entre 400 et 700 euros du mètre carré, sachant que les promoteurs, eux, en achetant ces parcelles à 700 euros du mètre carré au sol, vont vendre en moyenne ces logements en moyenne aux alentours de 4 500 à 4 800 euros du mètre carré. Donc si on fait le calcul entre les parcelles achetées d'une part, le coût de la construction et le chiffre d'affaires réalisé, on tombe sur une marge de 30%, ce qui est relativement exceptionnel pour les promoteurs, puisque sur d'autres opérations, la moyenne, elle se fait entre 7 et 12% de profit. Donc ça, c'est le premier axe qui va constituer, on va dire, une réserve de capitaux pour le Parti communiste. La deuxième partie, c'est la génération d'un déficit. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le déficit qui a été clairement assumé sur l'opération. La ville a fait un pari, c'est que des acteurs institutionnels tels que le département, la région et l'État abonderaient pour combler ce déficit. Et évidemment, cet abondement qui vient de l'extérieur va se retrouver sur le marché libre à l'abri de tout regard. Alors, le résultat de tous ces choix, ce qui importe quand même, c'est de savoir est-ce qu'ils se traduisent dans la réalité. Alors, évidemment, ils se traduisent dans la réalité. Lorsqu'on discute avec des habitants, effectivement, ils sont tentés de dire « oui, mais le quartier nécessitait une rénovation, on ne pouvait pas rester dans le statu quo, et vous voyez qu'il y a des logements qui sont livrés ». Effectivement, ce qui est vrai, mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'avec ces choix-là, le résultat très concret, c'est que sur les 25 pires villes en termes de cadre de vie, il y en a 7 pour qui l'aménageur SADEF 94 s'occupe de ces aménagements-là. Alors, ces choix idéologiques et d'orientation auraient très bien pu fonctionner si la bulle spéculative n'avait pas éclaté en 2008. Et effectivement, si sur le papier, l'équilibre pouvait être atteint très considérablement en fonction de la vente de bureaux, en réalité, cela ne s'est pas traduit dans la réalité, puisque la ville et l'aménageur ont cherché à vendre ces bureaux et n'ont pas pu les vendre à la hauteur des prix qu'ils avaient pariés. La deuxième raison, évidemment, c'est que sur le déficit structurel de l'opération, la ville avait parié sur une aide de la collectivité, du département, de la région et de l'État.
Si pour la collectivité, cela semble réellement garanti, même s'il y a une baisse des dotations de fonctionnement pour les collectivités, cela s'avère beaucoup plus délicat pour le département, et encore plus pour la région qui a changé d'étiquette et qui demande à ce que l'opération s'autofinance. Donc très clairement, la région va apporter les financements sur lesquels elle s'est engagée. Par contre, pour les apports futurs, c'est la plus grande interrogation. Et en fonction des aides de l'État, ça on ne peut pas savoir, puisque la prochaine mandature va décider si l'opération doit s'autofinancer ou si l'État abondera dans cette opération. Le troisième élément, c'est que la ville avait beaucoup compté sur la vente de terrains RFF en bordure de chemin de fer. Ce qu'elle avait oublié d'évaluer, c'est l'apparition d'une ligne à grande vitesse qui va jusqu'à Gare d'Austerlitz et pour laquelle la SNCF a annoncé qu'elle avait besoin de ces parcelles-là pour des voies de délestage de ces trains. Donc en fonction des choix d'aménagement de cette ligne à grande vitesse, la ville pourra ou ne pourra pas récupérer ces parcelles à 1 euro symbolique. Et bien sûr, en fonction de ce choix-là, ça va être de nature à changer complètement l'équilibre financier de l'opération. Le dernier événement majeur qui n'a pas été prévu par la ville, c'est le fait que Total ait demandé à SADEF 94 de respecter son modèle financier et de financer l'opération de dépollution. Donc on partait d'une hypothèse de la ville qui achetait les parcelles à Total et demandait à Total de financer la dépollution, à une opération qui s'est conclue fin 2016, où Total va s'occuper de la dépollution et c'est l'aménageur qui va financer cette dépollution. Donc ces 4 facteurs ont été de nature à faire en sorte que ce déficit accentué se révèle de manière beaucoup plus problématique. Une conséquence supplémentaire de ces choix et orientations, c'est le fait que depuis 2014, on a un projet qui tourne au ralenti. Alors effectivement, quand vous discutez avec les habitants, ça va être très difficile de les convaincre que les projets tournent au ralenti puisqu'ils voient des livraisons de construction. En réalité, les constructions livrées sont des constructions qui ont démarré de 2012 à 2014. Et c'était beaucoup plus simple à l'époque pour la ville de réaliser ces opérations, puisque au moment de la déclaration d'utilité publique, ces parcelles lui appartenaient déjà. Donc il lui suffisait simplement de vendre ces parcelles foncières, et grâce au profit engrangé, de pouvoir, on va dire, continuer l'opération et les promoteurs de construire leur logement. Ce qu'on constate cependant, c'est que depuis 2014, plus particulièrement fin 2014, il n'y a plus eu de lancement de nouvelles opérations. Donc comme on le voit dans le graphique qui apparaît, la ville avait prévu un cadencement de 300 lancements d'opérations par an. Ça a été très difficile de le faire de 2012 à 2014. En revanche, depuis 2015-2016 et probablement 2017, il n'y a eu aucun lancement de nouvelles opérations. Une des autres conséquences de ces choix d'aménagement est le fait que l'aménageur qui s'occupe du projet Ivry-Confluence a vu son endettement s'accélérer sur les dernières années. Alors là, je vous montre le graphe d'évolution de la SADEF 94 sur les 10 dernières années. Et ce que l'on constate, c'est que le chiffre d'affaires est stable à hauteur de 100 millions d'euros sur les 10 dernières années. En revanche, le passif et l'endettement décollent à un rythme inquiétant depuis l'année 2012, pour arriver à un endettement à hauteur de 550%. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du conseil municipal, parlant du bilan de la ZAC en 2013, les groupes de majorité et d'opposition s'étaient déjà alarmés du niveau d'endettement qui à l'époque était à hauteur de 250%. Fin 2015, il est à 550%. On ne sait pas au niveau 2016 à quel niveau il atteint. Ce qu'on peut savoir et qui a été évoqué lors du conseil municipal de décembre 2016, c'est que ce niveau est inquiétant. La dernière conséquence, et non des moindres, de ce projet d'aménagement, c'est la réaction des grands acteurs institutionnels qui avaient décidé de s'installer sur le quartier. Le premier, c'était en fait l'école d'ingénieurs qui devait s'installer sur le quartier Ivry-Port et qui avait même signé une promesse de vente. Au final, au vu des documents fournis, la directrice de l'école d'ingénieurs nous a indiqué que l'école d'ingénieurs renonçait à s'implanter dans le quartier. Évidemment, l'argument invoqué par la ville était le fait qu'elle n'avait pas des financements suffisants et que le projet était dans les cartons. Lorsque nous l'avons interrogé, ce n'est pas du tout ce son de cloche que nous avons entendu, c'est simplement un renoncement après une signature de promesse de vente. Le deuxième acteur, et non des moindres, est le conseil régional. Alors ça aurait été une chance pour le projet de redémarrer, puisque ce dernier avait besoin de beaucoup de mètres carrés. Et il faut le reconnaître, Ivry-Confluence était bien placé sur le papier. Simplement, lorsque le cabinet d'études a choisi d'évaluer les conséquences d'implantation du conseil régional dans le quartier, il s'est rendu compte que le niveau d'avancement et le cadencement
et en plus l'équilibre financier n'était pas garanti et n'aurait pas permis une livraison du conseil régional aux alentours de 2020. Le dernier acteur qui a renoncé à un de ces projets, ce sont les Eaux de Paris. Alors ils avaient prévu d'installer une école avec 800 étudiants-chercheurs au niveau de l'usine rue de la Baignade. Finalement, ils ont renoncé. Alors, ils n'ont pas réellement renoncé, ils ont requalifié le projet. Lorsque nous les avons interrogés, ils nous ont indiqué que les négociations avec la ville n'avaient pas abouti et qu'ils avaient décidé de requalifier le projet avec Réinventons la Seine. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces choix d'aménagement ? La première chose, c'est quoi de mieux qu'un projet d'aménagement pour prélever des sommes indues ? En effet, c'est quand même des projets d'aménagement qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros sur la partie aménagement, mais si l'on compte le chiffre d'affaires global promoteur inclus, on arrive à plusieurs milliards. Et évidemment, le vieil adage qui dit que plus les sommes sont grosses, plus la partie prélèvement est invisible, se concrétise ici sur le quartier Ivry-Port. La deuxième conclusion que l'on peut tirer, c'est que ces stratégies d'aménagement peuvent très bien fonctionner en période de bulle spéculative. En revanche, lorsque l'on se retrouve dans la période actuelle, c'est-à-dire une forte période de crise, les paris qui ont été effectués sur le projet s'avèrent beaucoup plus dangereux. Et la situation dans laquelle on se trouve, ce n'est ni plus ni moins qu'une impasse, qui ne pourrait être comblée que par une seule solution, la solution de surdensification. Effectivement, la solution de diminuer le périmètre de la ZAC n'est pas une solution, puisqu'elle va permettre de diminuer les profits, et dans ce contexte-là, elle ne va pas permettre de combler le déficit. L'augmentation de la surface serait beaucoup plus compliquée parce qu'elle nécessiterait de s'attaquer à des parcelles beaucoup plus petites et on va dire beaucoup plus compliquées d'un point de vue juridique. Donc la seule solution à périmètre constant, c'est une opération de surdensification pour combler ce déficit. À ce stade du projet, on est en droit de se demander ce qui va se passer. Très probablement, il y a un poste de dépense sur lequel la ville ne va pas lésiner, c'est le poste de communication. Puisque en réalité, comme le projet est dans une impasse financière, il faut essayer de masquer cet aspect-là. Donc très probablement, la ville va intensifier ses organisations de balades, ses micro-quartiers, pour donner l'impression que le retard n'est pas dû à un déséquilibre de l'opération, mais tout simplement la volonté de vouloir impliquer les habitants dans les opérations d'aménagement. En réalité, un moyen objectif de déterminer l'avancement du projet aurait été de définir des indicateurs précis et objectifs de l'avancement du projet, tels que le nombre de livraisons prévues sur les prochaines années, ou alors le planning prévisionnel de l'ensemble de l'opération. Évidemment, ces éléments-là de la ville ne vont jamais être fournis, ils vont plutôt se baser sur une navigation à vie et un contact avec les habitants pour mieux les contrôler. Bon ben voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu, vous avez dû le remarquer, ça constitue quand même un baptême du feu, mais il fallait bien se lancer. Si vous avez aimé l'initiative et si vous estimez que des épisodes suivants sont nécessaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à rajouter des commentaires pour susciter le débat. Dans les prochains épisodes, probablement nous tiendrons compte de ces remarques-là pour évoquer des aspects qui ne sont jamais évoqués par la ville. À bientôt. Moi je n'ai jamais abandonné, même quand les problèmes me pendaient au nez. Je me suis toujours cramponné, ils sont couronnés, c'est des gros bonnets. Je suis ni ému ni impressionné, j'ai pris des coups, je suis un peu sonné, mais je n'ai jamais abandonné.